Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir venir réfléchir, discuter, échanger avec vous sur ce thème quand même qui me tient à cœur depuis plusieurs années, vous allez voir, euh, et son importance dans les tâches qu'on a à accomplir avec les étudiants pour, évidemment, susciter chez eux cet intérêt de faire apprendre, faire développer toutes les connaissances et les compétences qu'on peut avoir chez eux. Je prends la focale aujourd'hui du bien-être des personnes enseignantes et quel lien on peut faire entre la relation pédagogique et le bien-être des enseignants. Donc, cette focale-là, on peut prendre plusieurs angles quand on regarde la relation pédagogique. C'est un concept très large qui peut toucher différents aspects. Je décide aujourd'hui de prendre celui-là, sachant que notre tâche devient de plus en plus complexe pour toutes sortes de raisons. Plus de variables à considérer, une population étudiante peut-être aussi davantage diversifiée, donc qui nous demande de développer davantage des compétences et une résilience par rapport aux situations. Alors, voici le plan, et puis je vous ai placé le résumé. Alors, vous pourrez lire ça, je vais partager avec vous, mais vous allez voir les aspects qui m'intéressaient. On peut dire un peu en avance. J'étais un peu en avance parce qu'il n'y a personne qui parlait de ça. Alors, vous voyez que ça fait quand même quelques temps que ça me préoccupe, que ça m'occupe, que ça m'intéresse. Donc, quelques questions d'allumage. Je ne sais pas que vous n'êtes pas allumé, puisqu'on vous met dans le cerveau avec quelques questions pour susciter donc, cette réflexion. Pourquoi devrait-on considérer la relation pédagogique? Quel rôle elle joue et comment établir une relation pédagogique positive? Fermez ça. Fermez. Ça. Comme ça. C'est mieux? Il faut parler plus fort? Je vais parler. Je suis là. Alors, d'abord, regardons le bien-être des enseignants, des personnes enseignantes. Je pense que le micro, il est là, hein, c'est ça. C'est le micro, hein, si je ne me trompe pas. Il est là. Alors, de quoi s'agit-il? Comment le reconnaître et comment le ressentir? Alors, j'ai regardé quand est-ce qu'on a parlé du bien-être, puis en 2020, le Conseil supérieur de l'éducation produisait son premier avis qui était entièrement consacré au bien-être de l'enfant à l'école. Mais on s'était dit, par la bande, ça passe par le bien-être des enseignants, le bien-être des élèves. Alors, il y a beaucoup, il y a des études qui portent sur le bien-être des enseignants, mais c'est surtout pour les enseignants de niveau primaire, secondaire. Il n'y en a pas beaucoup pour les niveaux postsecondaires, donc pour les profs, les chargés de cours, même les enseignants de niveau collégial. Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns quand même, avec ces thématiques-là qui sont regardées. Proche de santé psychologique, vie, surcharge de travail, etc. Du côté anglo-saxon, il y en a quand même. Là, on peut en trouver des études qui portent sur le bien-être, sur le concept de bien-être avec différents angles, notamment la pression de performance, le bien-être au travail, donc comme objet d'étude, la détresse psychologique, la santé mentale, se sentir bien, wellness, c'est comme ça que j'ai traduit ça, stress, dépression, anxiété. Alors, dans le monde anglo-saxon, ils se sont quand même intéressés à ces questions. Alors, une petite, très brève définition, on peut évidemment la bonifier, mais ça fait référence au fonctionnement psychologique optimal et à l'expérience au travail, évidemment. Ça renvoie à la présence, et la raison pour laquelle j'ai mis une pile, donc il y a comme deux bornes, deux pôles. Il y a les aspects positifs, mais il y a aussi par absence d'aspect
d'aspects plutôt négatifs. Donc, on peut la regarder soit par la satisfaction au travail, l'enthousiasme dans ce qu'on fait, mais on peut aussi la regarder par cette absence de stress, d'épuisement émotionnel. Alors, il y a ces deux bornes-là où, évidemment, il y a un certain équilibre qu'on peut probablement trouver entre ces deux, en essayant autant que possible de diminuer le stress qui mène à l'épuisement émotionnel. Donc, l'enthousiasme au travail, ben, ça réfère à, et là, c'est une traduction, c'est moi qui ai fait, donc les mots ne sont peut-être pas les plus justes par rapport à comment on le traduit de l'anglais, mais la jouissance, l'excitation joyeuse, le plaisir des individus dans leur travail comme enseignants. Et on voit que ça peut avoir un impact sur les étudiants. Ça peut favoriser donc une plus grande motivation. D'ailleurs, j'ai regardé à travers la focale de la relation pédagogique et la motivation sur les étudiants. Et il y a un effet, effectivement. Il y a ça aussi. Et aussi des meilleurs résultats d'apprentissage. Ça, c'est intéressant. Si on regarde le stress et l'épuisement émotionnel, il y a évidemment beaucoup d'écrits sur le stress, sur l'épuisement émotionnel. Grosso modo, c'est cet effort physique, psychologique ou émotionnel qui est nécessaire pour composer avec des épisodes parfois répétés de situations stressantes. Et donc, c'est cette accumulation-là, cette répétition-là de ces événements-là qui peut mener à l'épuisement émotionnel. Et surtout, lorsque, pour faire face à des situations, on n'a plus les ressources disponibles. Donc, soit les ressources internes ou des ressources qui sont à l'extérieur. Il y a le modèle de Baker et d'Emerouti qui explique ça. Je vais vous présenter brièvement dans la prochaine diapositive, mais là aussi, cette borne négative peut avoir aussi des impacts sur les étudiants et leur apprentissage. Donc ça, c'est, si vous ne le connaissez pas, là, le modèle de demands, traduit par exigence du travail et des ressources pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est l'intersection ou la combinaison qui peut mener au bien-être. Évidemment, leur modèle, ça ne renvoie pas uniquement au bien-être, ça peut renvoyer à d'autres aspects, mais on peut le prendre pour expliquer le bien-être. Alors, les exigences, c'est l'effort physique, psychologique que j'ai besoin de fournir pour accomplir mes tâches. Et les ressources, c'est ce qui peut m'aider à réduire les conséquences donc, de ces exigences-là. Alors, quelques sources de stress pour les enseignants, pour les professeurs. On peut penser que le comportement des étudiants en classe, même hors classe, des comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs, de nos attentes, peuvent effectivement susciter chez nous ce stress qui vient miner un peu notre enthousiasme et notre plaisir. Donc, je dois encore aller dans ce groupe avec ce groupe. Vous voyez ce genre de réaction qu'on peut avoir. Mais il y a d'autres sources aussi, surcharge de travail, manque de soutien de la part des collègues ou de la direction de l'établissement, mauvaises conditions de travail, peu de reconnaissance sociale aussi. Et peut-être que vous en avez d'autres aussi. Peut-être réfléchir à ces sources de stress qui sont les vôtres, qui peuvent s'ajouter et se combiner en plus. Alors, si on regarde le modèle et on le contextualise pour notre vécu à nous comme enseignants, comme professeurs, du côté exigence, on peut avoir cette surcharge de travail. Parfois, on n'est pas certain qu'est-ce qui est attendu de nous. Donc, cette ambiguïté des rôles. La fragmentation aussi de notre travail. 5 minutes, je réponds à des courriels. 5 minutes ou 15 minutes suivantes, je suis en train de rédiger une demande. Après ça, je reçois un courriel, je dois y répondre. Vous voyez donc cette fragmentation qui fait que notre travail devient plus exigeant. Évidemment, les caractéristiques de la population étudiante. Faible soutien perçu, donc c'est toujours la perception que l'on a de ce soutien institutionnel ou de la direction.
peu de reconnaissance. Et de l'autre côté, les ressources, ben, on peut penser au sentiment d'utilité. Ah non, je fais ça, mais c'est important parce que ça va aider, ça va permettre aux étudiants de ci, de ça, ou à mes collègues de ci, de ça. Une reconnaissance de son travail. Lorsqu'on a des relations positives avec les collègues, avoir aussi un contrôle, hein, cette flexibilité que nous permet notre métier. On peut avoir un horaire qu'on peut ajuster, on peut parfois choisir des projets, on peut... Bref, vous voyez un peu ce contrôle sur les tâches, les horaires. Puis évidemment, la relation pédagogique satisfaisante. Alors, je vais y arriver à la relation pédagogique. C'est intéressant parce que les travaux de Spilt nous disent qu'il y a une double opportunité à saisir. Et ils ont trouvé que lorsque on investit dans la relation pédagogique, bien, ça a un double effet. Ça vient diminuer les comportements inadéquats ou indésirables de nos étudiants et ça contribue à notre satisfaction, à notre bien-être. Alors, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a cette boucle euh, qui se met en place et en plus, cette fonction de médiation de la relation pédagogique sur à la fois les comportements dérangeants et aussi notre bien-être. Donc, juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir dans la relation pédagogique, de pouvoir cueillir les fruits de ce bien-être. Alors, les dimensions affectives. Juste dire qu'il y a 3 angles possibles, enfin, il y en a peut-être d'autres, qu'on peut regarder les dimensions affectives. Évidemment, il y a ceux qui renvoient aux objectifs d'apprentissage du domaine affectif, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est plutôt les 2 autres. Donc, les sentiments, les émotions vécues en situation d'enseignement et d'apprentissage, et aussi les éléments constitutifs qui sous-tendent la relation pédagogique. C'est ces dimensions affectives-là qui vont nous intéresser. Un petit clin d'œil à mes origines helléniques. C'est Socrate qui disait « Noti se afton », connais-toi toi-même. Donc, selon la psychologue spécialisée en éducation, Angie Wickford, qui dit qu'il est important que les personnes enseignantes aient une bonne connaissance de leurs émotions et aussi une bonne connaissance de soi. Donc, les dimensions affectives pour comprendre le lien entre le stress et les émotions et aussi pour situer la relation pédagogique. Donc, vous pouvez trouver d'autres images d'émotions, mais c'est juste pour signifier que c'est important de pouvoir reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre dans une situation donnée et toutes les nuances qu'elles peuvent prendre, ces émotions-là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer 2 situations professionnelles récentes. Une dans laquelle vous avez ressenti une émotion agréable et une dans laquelle vous avez ressenti une émotion désagréable. Puis essayez d'analyser le contexte et les éléments qui ont influencé cette situation pour vous faire vivre ou pour faire susciter chez vous ces émotions et pour comprendre pourquoi une a suscité une émotion positive et l'autre une émotion négative. Puis je vais vous donner un petit cadre de référence pour essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi on a vécu cette émotion. Alors, je vous laisse une minute. On n'aura pas à partager, ne vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez penser à des choses, vous êtes libre de penser à la chose que vous voulez. Ça y est? Vous les avez vus? Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que vous connaissez
d'ailleurs, le modèle transactionnel du stress et du coping. Je pense que coping en français, c'est faire face. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots. De Lazarus. Donc, lui, son modèle, c'est cette réaction au stress va dépendre. Chaque personne va y réagir différemment. En fonction de la personnalité, en fonction de son vécu, en fonction d'un paquet d'éléments qui vont faire en sorte que cette interprétation subjective que l'on se fait de la situation, de l'incident qui cause le stress. Et deux mécanismes qui sont impliqués. Le premier, c'est une interprétation primaire, un jugement subjectif de la pertinence, de l'incidence et la congruence qu'elle a par rapport à nos valeurs ou par rapport à nos buts, à nos intentions, nos objectifs. Est-ce que cette situation-là est en cohérence avec ce que moi, je pense qui est quelque chose d'adéquat, de correct ou inversement? Et selon cette interprétation, ça va provoquer soit une émotion agréable, positive, soit une émotion plutôt désagréable, négative. Ça, c'est le premier mécanisme qui nous affecte. Puis, si vous n'avez pas été en mesure de reconstituer un événement, je propose un exemple. Fictif, mais très plausible. Peut-être que vous reconnaîtrez une expérience personnelle. Alors, je peux vous le lire. Alors, une de vos étudiantes vous contacte par courriel pour vous signifier qu'elle ressent beaucoup d'anxiété depuis quelques semaines et que cela affecte sa capacité de concentration. Elle a du mal à se mettre au travail et à déployer l'énergie nécessaire pour accomplir ses travaux universitaires. Elle vous demande donc s'il est possible de différer de quelques jours la remise du travail de session, qui est due prochainement. Par ailleurs, elle dit ne pas avoir de papier médical, mais qu'elle pourrait en fournir un au besoin. Elle demande votre compréhension et vous prie de croire en sa sincérité. Alors, certaines personnes vont se dire « Ah, ben oui, je la comprends, je sympathise avec elle, je peux comprendre qu'elle vit des choses, je vais lui donner cette chance-là, je vais lui permettre effectivement. » D'autres vont dire « Non, je ne peux pas faire ça, ça serait injuste envers les autres, je ne peux pas donner comme ça un avantage inéquitable à une personne, ça serait pas bien. » D'autres vont dire « Mais voyons, pourquoi ils sont comme ça? » Alors, vous voyez les réactions qui peuvent aller vers un pôle ou l'autre, tout dépendant de l'interprétation qu'on va en faire. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à une situation comme ça. Mais attendez, il y a plus. Avant de lui répondre, vous en discutez avec une collègue qui, à votre étonnement, vous apprend qu'elle connaît cette étudiante pour lui avoir donné un cours la session antérieure. Qui plus est, elle avait également reçu une demande de remise tardive de travail évoquant les mêmes raisons. Votre collègue vous mentionne qu'elle avait refusé de lui accorder un délai et que l'étudiante s'était tournée vers la protectrice universitaire pour se plaindre de cette absence d'accommodement. Alors là aussi, il peut y avoir une deuxième réaction. Peut-être que par rapport à la première situation, vous étiez plutôt dans les émotions positives et là, cette nouvelle information vous amène plutôt vers des émotions. Alors, il y a un deuxième mécanisme, une interprétation secondaire qui implique le jugement subjectif de la capacité de coping de la personne vis-à-vis de la situation, qui va influencer cette fois l'intensité de l'émotion. Alors, l'intensité du stress va dépendre de l'importance de la valeur ou du but qui est menacé. Alors, plus vous sentez que ça va à l'encontre de vos valeurs, plus vous sentez que ce n'est pas en lien ou aligné avec ce que vous souhaitez, plus l'émotion ressentie va être intense. Puis, évidemment, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent jouer. Évidemment, votre expérience. Ceux qui en ont vu déjà dans le passé ne vont pas réagir de la même façon. Ils vont peut-être même avoir mis en place des procédures pour atténuer l'effet du stress
de telle demande. Dire, je m'en lave les mains, il y a une règle, il y a un règlement, je vais me tourner au règlement tout simplement et je vais donc évacuer cette émotion que j'aurais pu vivre. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être aussi venir pallier le stress. Alors, je m'en viens maintenant vers la relation pédagogique. Quand je vous dis relation pédagogique, ça vous fait penser à quoi? C'est quoi pour vous une relation pédagogique? À quoi ça renvoie? Oui? Un lien. Un lien. Une connexion. Une connexion. OK. D'autres choses, oui? Je pense premièrement, c'est une posture que tu prends. Une posture. Tu te tiens ou tu changes, dépendamment de Une posture qui peut se modifier. vis-à-vis ton enseignement, tes étudiantes. OK. Moi, je dirais un lien, mais en rapport avec la façon d'enseigner. Donc, c'est un lien et aussi, ça a un lien avec la façon d'enseigner. OK? Oui. Oui, oui. Si c'est la même chose que ce que les anglo-saxons appellent building rapport. J'ai pas compris, désolé. Excusez-moi. Si c'est la même chose que ce que les anglo-saxons appellent building rapport. Oui, Établir des rapports. absolument. Et on va le voir d'ailleurs, c'est un des termes utilisés. Et ils disent rapport en plus. Ils disent Rapport, pas ouais. rapport. Exactement. Oui, tout à fait. La première fois que je l'ai lu, je Oui. ne comprenais pas si c'était Effectivement. Et il y a un souci là de transposition de la langue, je pense, effectivement, qui peut nous comme confondre un peu. À quoi ça renvoie au juste? Et c'est effectivement un problème. Je vais le soulever. Je vais le soulever par rapport à la littérature anglo-saxonne. Alors, il y a le genre et son dictionnaire qui donne une définition quand même assez générale, hein, ensemble des relations d'apprentissage, d'enseignement et didactique dans une situation pédagogique. Ensemble des interactions du domaine cognitif, affectif et social entre apprenants et enseignants qui visent l'apprentissage, l'épanouissement de la personne. Donc ça, c'est plus au Québec. En France, Postic qui dit qu'elle suppose un ensemble cohérent d'actions entreprises par la personne enseignante qui ont pour résultante l'apprentissage. Alors, c'est pas évident quand on regarde juste ces définition-là, de comprendre vraiment les subtilités, les nuances et l'ensemble, l'entièreté, je dirais, de qu'est-ce qui implique une relation pédagogique. Puis d'autant plus que le terme interaction, dans la définition de Legendre, peut impliquer un rapport. Mais là, je ne sais pas si c'est le même terme qu'en anglais, rapport, mais ce rapport-là dans la perspective sociologique, où quand il y a un rapport entre des personnes, il peut être de différents niveaux, donc hiérarchiques. Alors, en fonction des statuts, des identités, des rôles, on peut ne pas avoir ne pas être au même niveau. Et donc, cette relation-là entre un enseignant, une enseignante et les étudiants implique un certain asymétrie. Donc, c'est pas quelque chose où on se dit, on regarde la relation pédagogique dans un contexte d'enseignement, d'apprentissage, et on dit, il y a une relation qui s'établit. C'est pas la même si on va dans un bar et on regarde 2 personnes, 3 personnes qui discutent. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a ça qu'il faut tenir compte aussi comme enseignant. On a ce statut, ce rôle qui est différent, qui peut influencer effectivement. Alors, différentes façons de le nommer dans le monde anglo-saxon, en tout cas dans la littérature anglophone. On retrouve teacher-student relationship, student-faculty interactions, teacher-student rapport, interpersonal relationships, student-instructor relationship. Alors, quand on veut étudier, quand on veut lire sur la relation pédagogique et on se met à lire les écrits en anglais, bien là, on se dit,
Parce que si on prend le terme instructor, relation pédagogique, on ne voit pas là enseignant, on ne voit pas même chose pour teacher-student relationship. On ne voit pas, donc on n'est pas certain que ça renvoie effectivement à une relation entre deux personnes avec un statut différent, avec des rôles différents. Donc, si je suis instructor, j'ai quand même un rôle par rapport à celui qui n'est pas instructor, qui est celui qui va se faire instruire. Alors, il y a ces différences, ces nuances-là qu'on retrouve beaucoup plus. D'autres constats aussi. La majorité des études qui s'est intéressée à la relation pédagogique provient des États-Unis. Alors, quand on regarde les méta-analyses, les revues systématiques, et en plus, elles concernent, encore une fois, les enseignants de niveau primaire et secondaire. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, pour le niveau universitaire. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'une transposition de ces définitions-là, est-ce qu'une transposition de ces façons de mesurer la relation pédagogique, donc des méthodes qui ont été utilisées pour aller chercher des données, les analyser et de comprendre ce concept-là, puis évidemment les résultats, est-ce que cette transposition-là entre ces milieux culturels différents et ces niveaux peut se faire? On peut se poser la question. Peut-être. Évidemment, il faut avoir être prudent parce qu'il y a certains éléments qui font que c'est assez différent. Hein, ce qui se passe dans les classes universitaires, ce qui se passe dans les classes au primaire ou secondaire. D'abord, la temporalité asymétrique. Au primaire, les élèves sont avec l'enseignant, l'enseignante pendant plusieurs heures dans une journée, pendant plusieurs jours dans la semaine, ce qui n'est pas le cas à l'université. On voit nos étudiants 2-3 heures peut-être par semaine, des fois même moins. Le contexte socio-culturel, alors ce n'est pas la même chose que d'étudier en Chine, en Angleterre, au Canada, en France. La relation n'est pas la même. En tout cas, les attentes et les expectatives ne sont pas les mêmes. La culture disciplinaire aussi, si vous êtes en génie, si vous êtes en sciences humaines, si vous êtes en sciences sociales, en soins infirmiers, en médecine, ce n'est pas la même culture et ça aussi, ça peut avoir une influence sur la relation pédagogique. Évidemment, les besoins et les désirs des étudiants eux-mêmes. Donc, en plus des différences disciplinaires, les différences entre les étudiants, évidemment, l'âge, l'expérience, la maturité des étudiants aussi peut influencer. Vous l'avez peut-être sans doute vu, ce n'est pas la même chose quand vous êtes avec dans des cours au cycle supérieur. Déjà, les groupes sont plus restreints que quand vous êtes à enseigner au premier cycle avec des grands groupes. Donc, il n'y a pas de consensus clair quant à concept, donc de relation pédagogique. On a vu la diversité sémantique, forte diversité de construits aussi. À l'intérieur même de ces définitions, il y a différents construits qu'on va considérer pour se dire qu'est-ce que c'est que la relation pédagogique. Certains auteurs, ou en tout cas plusieurs auteurs, pensent que c'est un concept multidimensionnel. D'autres pensent que c'est un construit bidimensionnel. Puis, il y a Bartsch qui, lui, dans ses analyses, a dit ben, il y a juste un construit. C'est unidimensionnel. Donc, l'absence d'une théorie universelle n'aide pas pour trancher la question. Mais on peut quand même voir qu'il y a une grande partie du champ de la relation pédagogique qui tire son origine dans les travaux de Leary, qui, lui, a commencé avec quatre dimensions qui étaient en opposition. Alors, et Webels, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le modèle de Leary. Et Webels, c'est un des auteurs qui est le plus cité dans des études qui portent sur la relation pédagogique. Et donc, il regardait comme en opposition dominance, soumission, opposition, coopération. Et dans ces cadrans-là, on est plutôt leadership, sévère, incertain, compréhensif comme enseignant. Donc, notre posture peut, en fonction de ces quatre dimensions, sur ces deux axes-là. Alors, il y a Keeley par la suite qui a repris un peu
Lui a dit, bon, il y a deux principaux facteurs. Il y a du soutien émotionnel, puis il y a la compétence professionnelle. Et Creasy, même chose. Creasy regarde ça et dit, moi aussi, je vois deux dimensions. Lui, il appelait ça du connectedness. D'autres ont appelé ça approachability, donc être approchable. Et anxiété, donc niveau de stress des étudiants. Donc, on considère de plus en plus, en tout cas, il semble y avoir un taux d'accord entre les auteurs maintenant où on va regarder la relation pédagogique avec deux dimensions. Et les travaux de Hagenauer et Vollet apportent ça. Donc, oui, il y a tous les comportements d'immédiateté. Donc, c'est important que la personne enseignante soit à l'écoute, soit disposée, est prête aussi. Donc, cette approachability, ça va. Mais après ça, on va regarder ça sous l'angle de la dimension affective et la dimension soutien. Et c'est vraiment comme ça qu'on constate, même si vous allez faire des études, vous allez vous intéresser à cette question-là, vous allez poser des questions à vos étudiants et ils vont vous le dire. Ils vont dire, oui, c'est important que l'enseignant, donc dans nos interactions qu'on a avec notre enseignant, notre enseignante, il y a l'aspect affectif, la dimension affective, mais c'est important aussi la dimension de support, de soutien. C'est important et c'est ça qui va avoir un impact sur mon apprentissage. On l'a constaté dans, et puis si vous voulez voir un peu là, quelques bribes des indices à quoi ça renvoie la dimension affective, oui, ça a beaucoup à voir avec son attitude, notre attitude comme enseignant, comme enseignant, notre ouverture, notre proximité, notre disponibilité, la flexibilité. Est-ce que je l'accommode, je ne l'accommode pas? Être chaleureux, être authentique aussi. Donc, ça, c'est perçu par les notre intérêt pour enseigner, mais aussi notre intérêt vis-à-vis de nos étudiants et ce qu'ils vivent. La bienveillance, la préoccupation sincère. En anglais, ils ont le terme « care », qui, en français, malheureusement, c'est deux. C'est à la fois « je me préoccupe de toi » et « je prends soin de toi ». Hein? « I care for you », en anglais, ça implique ces deux éléments. Évidemment, le respect, être juste, être équitable, être compréhensif, empathique. L'humour, hein, le sens de l'humour, ça aussi, c'est apprécié habituellement et ça vient nourrir la relation pédagogique. Et la communication interpersonnelle. Donc, comment on communique avec nos étudiants. Votre rectrice parlait de rétroaction. Ça, c'est probablement le moment privilégié de communiquer avec nos étudiants par la rétroaction, formative ou autre. Puis la dimension soutien de l'apprentissage, ben ça renvoie à nos qualités professionnelles, nos compétences comme enseignant. Donc, comment je vais structurer mon cours, comment je vais planifier mes activités d'enseignement, tout l'aspect didactique, ça rentre dans cette dimension-là. Donc, d'être capable de rejoindre tous les étudiants, et non seulement les plus forts, par exemple. Alors voilà, avoir une structure, un dispositif pédagogique qui soit cohérent. Alors, ça prend les deux. Ça prend les deux. Si on n'a que ça et on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. On peut avoir que ça. Si on n'a pas ça, ça passe un peu moins. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà, en lien avec ces deux dimensions-là, des gestes, des paroles, des façons de faire qui peuvent alimenter la relation pédagogique de façon positive. C'est ce qu'on veut. On veut une relation pédagogique positive. Je suis quand même dans le temps, mais on est correct. Est-ce que vous envoyez-vous des gestes, des choses que vous faites, que vous souhaiteriez faire? Oui? Je peux poser une question? Oui? Comment le nombre d'étudiants dans ta classe affecte le slide précédent? Quand il y a 25, je peux bien imaginer ce que je peux faire ici, là, quand j'ai centaines ou même 70 comme d'habitude. Oui, c'est une bonne question. Oui, comment je fais avec le nombre? Lorsque j'ai un grand nombre d'étudiants dans la classe, comment je fais pour établir une relation pédagogique positive
avec chacun. Donner la responsabilité vis-à-vis de l'apprentissage, le développement de compétences, ne pas chercher que d'efforts, etc., etc. Ah, OK, moi, je pensais que c'était plutôt... Mais ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, évidemment, parce que créer les relations avec 70 étudiants Oui. une fois par semaine. Ben, en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on peut se l'imaginer. La taille du groupe va influencer un petit peu nos choix pédagogiques, mais on se rend compte que finalement, on n'est pas si limité que ça dans nos choix et dans les dispositifs pédagogiques. Donc, c'est sûr que on va réfléchir à c'est quoi les compétences qu'on peut développer, c'est quoi les connaissances, la nature des connaissances, tout ça va influencer nos choix pédagogiques. Mais il y a tellement une panoplie aujourd'hui qui nous est accessible, qu'on peut utiliser pour que ça soit le plus efficace possible, optimiser les apprentissages, qu'on est en mesure de faire des choix et aider. Mais on pourrait penser, juste avec le concept, cette universalité, on pourrait penser, est-ce que je pourrais donner des choix à mes étudiants? Il y en a qui préfèrent lire. Il y en a qui préfèrent les vidéos. Il y en a qui préfèrent les exercices. Il y en a qui préfèrent discuter. Vous voyez toutes ces portes d'entrée vers la connaissance qu'on peut rendre disponibles et laisser le choix à nos étudiants. Donc, nos étudiants qui, eux, avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de lire. Il faut que je sois rassuré. Donne-moi quelque chose à lire. Donne-moi le chapitre du livre, je vais le lire. Donc, tu sais, il faut que j'en parle. Donc, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute parler le prof. Pas de problème, regarde, j'ai un petit vidéo, une petite capsule, je vais aller l'écouter. Donc, on est capable de rejoindre la grande majorité des préférences d'apprentissage de nos étudiants juste en faisant ça. Et ça va être reconnu, ça va être apprécié. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre en place. Évidemment, on ne fait pas ça le premier jour. On va prendre le temps et on va mettre en place ces choses-là, sachant que ça va être profitable. Et quand on a le temps, on va développer un petit exercice, une petite activité. On va chercher une ressource, peut-être en français, une autre en anglais. Vous voyez, on est capable de mettre en place sur le plan du soutien pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de nos étudiants. Puis par rapport à ça ici, en fait, les étudiants ne cherchent pas nécessairement un lien où ils veulent qu'on soit amis avec eux. C'est pas ça qu'ils cherchent, en fait. Ils ne cherchent pas un lien amical, d'amitié, c'est-à-dire. Ils veulent quelqu'un d'amical, quelqu'un qui soit facile d'approche. S'ils ont besoin de venir nous voir, ils n'auront pas une crainte. Je ne vais pas lui poser des questions à lui ou à elle. J'ai bien trop peur d'elle ou de lui. Vous voyez, là, c'est vraiment ça. Alors, on peut simplement dire à nos étudiants en début de session, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, n'hésitez pas. Venez me voir. Vous ne comprenez pas un concept? Je vais être là pour vous. Juste entendre ça, ça vient mettre chez eux OK, c'est ce genre de prof. D'accord, je suis à l'aise. Donc, et ça envoie le message que vous êtes une personne approchable. Vous êtes quelqu'un qui est disponible, que vous allez être là de façon bienveillante pour eux. Même si vous ne connaissez pas sa couleur préférée ou c'est quoi sa crème glacée préférée. C'est pas ça qu'ils veulent de toute façon. Arriver, un sourire, bonjour, saluer, des choses simples. C'est très simple. La relation pédagogique, c'est tellement simple. En fait, c'en est gênant tellement que c'est simple. C'est vraiment des petits gestes qui font que la perception qu'ils ont de vous sur cette dimension-là, puis évidemment ici, cet effort que l'on fait pour leur permettre d'atteindre la connaissance, de développer leurs compétences avec cette variété de façons de faire. C'est vraiment ça. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Là, j'en ai nommé plusieurs. Là. J'ai fait le travail pour vous, mais est-ce que vous faites autre chose? Voulez-vous partager? Oui? Parfois, on parlait de building rapport. Certains peut-être suggèrent que dans les 5-10 premières minutes avant le début du cours, de se préoccuper ou bien donner suite à une discussion qui a eu lieu la dernière séance
au sujet d'une préoccupation d'un étudiant, juste apprendre de ces nouvelles, ça pourrait Oui, contribuer à l'établissement du rapport. oui, absolument. Donc, si on peut arriver quelques minutes avant le début du cours, des fois, c'est pas possible, mais quand c'est possible, et d'avoir ces entretiens informels sur comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie, sans non plus vouloir absolument, oui, s'immiscer dans leur vie, mais comme ça, de façon... il y en a certains qui vont s'ouvrir, d'autres vont préférer une distance. Il n'y a pas de problème, on va respecter tout ça, mais effectivement, ça crée cette relation positive et la confiance. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur une relation pédagogique positive? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but ultime? Ben oui, c'est ça, c'est qu'on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils s'intéressent à ce qu'on a à dire. Et on veut qu'ils aient suffisamment confiance en nous pour qu'ils puissent se soumettre à tout ce qu'on va leur demander de faire. C'est ça qu'on veut. Dans le fond, ouais, c'est vrai que c'est pas intéressant de quoi tu vas nous parler cette semaine, mais juste parce que c'est toi, je vais le faire. Tu sais, c'est ce genre d'attitude-là qu'on veut susciter chez nos étudiants. J'ai suffisamment confiance en toi, puis en espagnol, c'est me caes bien. Tu as un effet positif sur moi. C'est ça que ça dit. Alors, quand je te vois, j'ai des affects positifs. Alors, vas-y, impose-moi ce que tu veux, je suis ouvert à ça, je vais le faire. Ouais, là, je vais dans les... C'est pas très scientifique, hein, les paroles, mais c'est vraiment ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ça qu'on vient de parler. Puis c'est la confiance. C'est vraiment la confiance qu'on veut établir. Le respect, la confiance. Puis évidemment, le respect, ça amène le respect aussi. On les respecte. Absolument. Alors, quelques citations. J'ai presque fini. Quelques citations. Un livre de Aspie Reebok qui a été traduit en français. Kids don't learn from people they don't like. Ça a été traduit en français. Les personnes n'apprennent pas des personnes qui ne n'aiment pas. Mais moi, je fais un petit ajout à ça. J'essaie d'améliorer les choses. People don't like to learn from people they don't like. C'est pas qu'on va pas apprendre, même de ceux qu'on n'aime pas, parce qu'on va pas aimer tous nos enseignants, nos enseignantes. On va quand même apprendre. Mais on préfère apprendre de ceux qu'on aime. Et puis, Theodore Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Alors, je finis 30 ans plus tard. Je suis très heureux, donc, évidemment, de voir que le milieu universitaire s'intéresse, j'ai mis enfin, en parenthèse, à la relation pédagogique et aux dimensions affectives qui la sous-tendent. Et j'espère qu'on va avoir le même intérêt pour ce qui est du bien-être des enseignants maintenant. De plus en plus d'études. En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose dans lequel je vais m'investir dans un futur rapproché. Alors voilà, j'ai terminé. Il y a des questions? Oui. Premièrement, merci beaucoup. C'est super intéressant et aussi c'est très motivant. J'ai trouvé plusieurs idées intéressantes pour moi. Ma question, vous avez présenté à un moment sur un slide la différence de relations pédagogiques pour l'école primaire versus l'université. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que la grande différence, c'est pas vraiment l'âge et d'autres choses. La différence, c'est le statut. L'enfant à l'école, il choisit pas l'école, il est placé par force parce que le gouvernement décide qu'il doit aller à l'école. Tandis qu'à l'université, c'est l'affaire adulte, c'est la personne qui a choisi son futur métier, choisi l'université, choisi le programme. Donc, c'est un peu sa responsabilité aussi de participer d'une autre façon. Oui. Mais par mes observations, mais moi, je dis là, moi j'interviens première année, 1er septembre. Donc, souvent, je vois parmi mes étudiants, mais ce n'est pas tous les étudiants, évidemment, mais il y a souvent les étudiants qui, à mon avis, se trouvent toujours à l'école et me forcent à faire ton cours. Et j'aimerais juste éviter les conséquences, survivre ton cours, et c'est tout. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon choix.
Ouais. des choses comme ça. Donc, s'il y a des idées nouvelles que vous pouvez proposer. Ben, intuitivement, on pourrait penser que les étudiants universitaires n'ont pas besoin de la relation pédagogique, mais c'est très contre-intuitif. Les résultats des données sur les études, c'est on en a encore plus besoin. Et je dirais que oui, ça change, mais plus ça change, plus c'est pareil, on dirait. C'est que oui, les générations, il y a des. Aujourd'hui, peut-être que ce qui nous dérange un peu, c'est que ils ont comme moins besoin de nous. Et ça nous dérange parce que nous, on veut être utile. Pourquoi tu ne t'intéresses pas? Pourquoi tu ne veux pas être là? Pourquoi? Et ça nous questionne sur notre raison d'être. Parce qu'ils se disent, ben, de toute façon, moi, je peux trouver tout ce que tu vas expliquer. Je peux aller sur Internet, je vais le trouver. Je n'ai pas vraiment besoin d'être là. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on va être capable, justement, de susciter cet intérêt chez eux? Et là, je pense que notre personne, les qualités personnelles que l'on a, c'est là qu'on va pouvoir vraiment les amener à changer d'idée et susciter cet intérêt. C'est vraiment par notre personnalité. Ça va vraiment passer par là. Alors oui, on peut se dire, oh, ben, de toute façon, on ne pourra rien faire, tant pis, hein, ils sont adultes, en quoi ça me regarde moi s'ils ne sont pas intéressés, s'ils ne sont pas allumés du tout, pourquoi je vais les allumer moi? Je pense que c'est un peu notre rôle, c'est pour ça qu'on est là. Et ils ne peuvent pas le savoir non plus. Ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui vous allume. Pourquoi ça vous allume, vous, ce cours? Pourquoi vous avez étudié ça? Pourquoi vous, ça vous intéresse? Ils ne peuvent pas le savoir avant de vous avoir rencontré. Et donc, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire et comment vous allez le dire, va avoir une influence sur cet impact-là. Et c'est exactement ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, donc ça se construit. La confiance, elle n'est pas là à la première semaine. Elle n'est pas là la deuxième semaine. Elle commence à la troisième semaine un peu. Et au fur et à mesure qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec eux, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et là, ils comprennent, ah, OK, elle est comme ça, elle. OK, c'est ce genre de personne. Mais il y en a qui décident quand même de garder leur distance. Il faut respecter ça, tout simplement. Tout simplement. Mais ils savent que vous êtes là s'ils ont besoin. Ça, c'est le plus important, je pense. Il y avait une autre question? Oui, c'est ça. C'est très intéressant, au moins, en fait, présentation et information vraiment utiles. Lorsque vous avez présenté les sources de stress chez l'enseignant, en fait, la perturbation de la salle de classe, des étudiants qui perturbent la salle de classe. Est-ce que ça a été identifié dans des études au niveau primaire, secondaire, ou bien ça s'applique aussi au niveau universitaire? Oui, universitaire. Parce que je suis pris comme en fait, la question précédente, c'est effectivement, vous auriez, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, les étudiants au niveau universitaire, si ils ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas tout simplement, ils ne participent pas au cours, et puis ils font comme vous venez de dire, ben, je ne sais pas, avoir un peu de complément d'informations sur Internet, lire les notes de cours, et puis ça finit là. Mais s'ils sont venus, c'est pour apprendre, et puis habituellement, ils ne perturbent pas comme au primaire, secondaire. Peut-être que vous avez d'autres expériences différentes. Ça va plutôt dans des comportements incompatibles avec vos attentes, vos valeurs. Des étudiants qui vont être sur leurs appareils pendant que vous expliquez. Peut-être que ça dérange certains, peut-être que ça ne dérange pas. Si ça vous dérange, bien, ça devient un comportement qui perturbe votre enseignement. Alors, évidemment, vous allez devoir intervenir. Vous n'allez pas pouvoir. Mais ça peut être aussi un comportement qui dérange les étudiants qui sont à côté des personnes qui sont sur Facebook ou autre chose, je ne sais pas où ils sont maintenant, mais en tout cas, alors, vous voyez, donc, on ne peut pas être déresponsabilisé complètement de ce genre de comportement-là parce que si ça ne vous impacte pas vous directement, bien, ça peut impacter les autres qui sont là, qui veulent apprendre. On a quand même cette responsabilité-là. Alors, effectivement, il peut y avoir comme ça des comportements qui arrivent, qui se produisent, même en contexte universitaire. Mais c'est surtout, je dirais, la majeure partie des problèmes, c'est alentour des évaluations. Ça touche les évaluations. C'est tout ça qui cause les difficultés pour les enseignants. Comment gérer les différentes demandes, les différents phénomènes là, qui sont associés à tout ce qui est évaluation. Puis justement, vous n'avez pas mentionné en bout de ligne le scénario qui dit
qui demande une exemption là, pour remettre plus tard. En fait, supposons que ce prof-là, il n'a pas été voir un collègue. Oui, comment on résout ça? C'est ça. Comment on résout ça? Il n'y a pas une seule façon. Il y a certaines personnes qui vont refuser, qui vont dire non, la date était inscrite dans le plan de cours, tu étais au courant depuis le début de la session, et puis tant pis, tu avais juste à gérer. D'autres vont dire d'accord, mais si je le fais pour toi, je vais le faire pour tous. Mais là, évidemment, ça suscite d'autres problèmes parce que si on dit à tout le monde, vous avez 3 jours de plus, ceux qui ont cette anxiété de performance vont dire ah, j'ai 3 jours de plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de solution facile. Il n'y en a pas de solution facile. Mais ça dépend évidemment de vous, puis ça dépend aussi des règlements. S'il y a un règlement spécifique, vous allez devoir le respecter parce que sinon, là, vous allez mettre dans le trouble vos collègues. Alors, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte. Il n'y a pas de solution ou de réponse unique à ce genre de situation. Ça dépend beaucoup de vous. Ça dépend de vous. On peut vérifier beaucoup de choses aujourd'hui aussi. Est-ce qu'elle nous ment? Est-ce qu'elle nous manipule? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas vérifier. On peut vérifier. Bon, si on veut une lettre du médecin, on ne peut pas, nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose, mais on ne peut pas, nous, comme prof, demander, il faut passer par la direction du programme qui, eux, vont vérifier effectivement ce papier-là. Nous, comme prof, on ne peut pas le demander directement. Alors, vous voyez comment vous allez aborder la situation, ça dépend vraiment de vous et du contexte dans lequel vous êtes. Il y avait une main. Oui. Je pense que tu as levé la main. Oui, il y a 2 questions dans le clavardage. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais quand même. Mais on avait... Oui. Oui. Comment réagir face à des situations où les étudiants manquent de respect et faire en sorte que ça n'affecte pas la bienveillance de l'enseignant, de l'enseignante et la relation pédagogique? Oui. Oui, là, évidemment, il faut voir est-ce qu'ils ont manqué de respect publiquement, est-ce que ça a été fait et su par tout le monde? On ne va pas réagir de la même façon. Si c'était un manque de respect dans un courriel, là, donc c'est pas su par les autres, alors que notre intervention va être privée. Si c'est publiquement, là, c'est sûr qu'il va falloir faire une intervention publique pour dire que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Évidemment, si on a quelque chose à dire, on peut le dire. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire ce que vous pensez d'une situation, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais vous êtes tenu de le faire avec respect, toujours. Donc, on fait d'éducation là, devant le groupe, on récupère la situation pour dire « moi, j'accepte pas ça ». Et ensuite, évidemment, on peut rencontrer la personne. Parce que les raisons qui sont derrière ce manque de respect, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est une mauvaise journée? Est-ce que sa blonde vient de le quitter? Est-ce qu'il vient d'avoir une mauvaise nouvelle? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est par rapport à nous? Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué ce manque de respect. Très souvent, c'est peut-être même en lien avec notre attitude à nous par rapport à ce qu'ils vivent en classe. Donc, si on ne comprend pas la source de ce manque de respect, ça va être plus difficile de le résoudre et surtout de l'éviter. C'est surtout ça. Il y a une deuxième question. Je vais demander à la professeure Adeline Audrey de préciser, de poser la question directement. Est-ce que vous m'entendez, Adeline? Oui, je vous entends, René. Merci, merci pour cette présentation vraiment intéressante. J'avais une question, c'est comment on conserve cette relation pédagogique positive face à l'anxiété de performance des personnes étudiantes, vous l'avez mentionné dans une de vos réponses précédemment, qui parfois, cette anxiété de performance va avoir plusieurs effets. Ça peut les amener à être en opposition face à nous, alors que depuis le début de la session, on s'efforce justement de se montrer ouverte, disponible, bienveillante. Et puis là, on voit que c'est l'anxiété qui prend le dessus sur leur attitude face à nous. Ou alors, ça peut avoir comme autre effet que, puisqu'on s'est rendu si disponible, on est un peu prise au piège dans le sens où on consacre de plus en plus d'heures à les écouter, les recevoir, les rassurer. En tout cas, dans notre programme en droit cette session, cette année au complet, on a observé beaucoup d'anxiété de performance, puis ça nous interroge sur comment conserver cette relation pédagogique positive et où mettre certaines limites. Oui, parce qu'il y a les enjeux, hein, c'est ça, c'est les enjeux qui sont les leurs. Qui sont à considérer, qui sont importants. Évidemment, on ne peut pas faire fi de ces enjeux-là. Mais je pense qu'avec des pratiques évaluatives
cohérentes, je pense qu'on peut les aider quand même. Mettre en place, d'abord, clarifier c'est quoi nos attentes. Hein? À quoi on s'attend comme travail? Ça va être quoi la situation d'évaluation? C'est quoi les conditions? À quoi ça va renvoyer? Donc, clarifier ça, je pense que c'est important. D'avoir des outils aussi qui vont permettre d'avoir cette transparence-là. Comment on va être évalué? Une grille d'évaluation, des consignes claires, tout ça. Donc ça, je pense que ça peut venir diminuer un peu cette anxiété-là. Mettre en place des évaluations formatives, leur donner la chance de s'exercer à comment on va les évaluer au moment où on va les évaluer pour la note. Donc déjà, d'être dans cette ambiance, dans cette façon de faire, ça peut les rassurer. Ah, OK, c'est comme ça qu'on va m'évaluer. Ah, OK, oui, je pense que je suis capable de faire ça finalement. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la pratique évaluative qui va influencer tout ça. On peut aussi dire que par question d'équité, on peut limiter le nombre, le temps qu'on peut donner à un individu. Ça aussi, on peut le faire. S'il y a un individu qui prend trop de temps, donc qui accapare notre temps à l'extérieur, tout ça. Donc, on peut quand même essayer de gérer la situation de cette façon-là en évoquant l'équité, en évoquant donc, des éléments comme ça. Mais cette question-là mériterait une journée entière, je pense, pour vraiment aller au fond et avoir toutes les réponses, toutes les solutions. Je pense... Ben non, on va... Une dernière? Est-ce que c'est possible? On peut prendre une dernière, mais Okay. les collègues vont attendre parce que je suis en âge. Je vais me dépêcher. Moi aussi, je vous remercie pour votre excellente présentation. Je trouve ça vraiment très stimulant de commencer la journée avec ce sujet de réflexion-là. Peut-être en suivi avec ce qui vient d'être dit sur les préoccupations, vous avez les problèmes de respect en classe et tout ça. Moi, mon expérience, c'est qu'on peut prévenir beaucoup de ce type de mauvais comportement-là avec la mise en place de notre contrat d'apprentissage lors du premier cours. Si pour nous, c'est important, le respect, je pense que ça vaut la peine de dédier une partie de du temps lors de la première séance qu'on a avec notre classe pour expliquer ça, que ça fait partie de nos valeurs, puis de décliner qu'est-ce qu'on entend par respect. Alors, est-ce que c'est dans la façon de se parler, s'adresser la parole? Est-ce que c'est dans la ponctualité? Par exemple, des choses comme ça. Puis moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que quand on prend le temps de faire ça, mais qu'on prend le temps aussi de demander à la classe, pour vous, c'est quoi que vous considérez être une marque de respect de la part de vos profs? Si on parle de ce sujet-là dans une réciprocité, j'ai observé que souvent, ça aide à prévenir que ce genre de problème-là arrive. Donc, c'est une chose que je voulais partager. Tout à fait, absolument. Oui, la mise en place de nos règles explicites, Oui. partagées et puis justifiées, ça aide beaucoup. Oui, parce que je me rends compte avec les années que souvent, il y a des choses qu'on tient pour acquis. On a un certain nombre de croyances, d'attentes et tout ça, puis on tient pour acquis que les étudiants devraient les partager avec nous d'emblée. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, puis de les expliciter, puis qu'on le communique, ça nous donne un beau moment, je trouve, de partage. Puis moi, je trouve que ça contribue beaucoup à commencer, dès le premier cours, à établir une relation pédagogique positive. C'est ça. Oui, 100 fois sur le métier, on l'oublie, on s'en rend compte tout de suite. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Ouais. C'est tellement important. Tellement important. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'était juste un commentaire par rapport à la situation que vous nous avez proposé de discuter sur l'étudiante qui demande un accommodement. Moi, je la trouve très bonne, puis je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être y revenir. Ça donne vraiment matière à discussion entre nous dans nos pratiques comme professeurs. Puis je trouve que c'est important parce que on le voit de plus en plus dans nos cours des étudiants qui souffrent d'anxiété. Et qui ont ces problèmes de remise de travaux et tout ça. Et je pense qu'il faut ça peut être bon de résister à cette tendance qu'on peut avoir de penser immédiatement ou d'interpréter immédiatement « Ah, on essaie de me manipuler ». Je pense que les problèmes d'anxiété sont réels dans la population étudiante. Puis si on a des étudiants, on se rend compte que d'une session à l'autre, ils sont toujours pris dans ces situations, ils demandent des délais,
peut-être que ça pourrait être bon qu'on s'arrête des fois avec ces étudiants-là puis qu'on leur dise, est-ce que tu connais les ressources qui existent? Parce qu'il existe des ressources à l'université pour les aider. En tout cas, moi, dans ma pratique, j'envoie des étudiants qui sont pris avec ce problème d'anxiété-là. Puis la solution, c'est pas toujours de leur donner la prolongation qu'ils demandent tout de suite là, mais peut-être les rencontrer, de discuter avec eux et elles, puis de voir c'est quoi qui marche pas, qui fait qu'ils se retrouvent tout le temps dans cette situation, qui sont paralysés par l'anxiété, puis ils sont pas capables d'exécuter. Puis moi, j'ai vu avec quelques étudiants que ça donnait des résultats, d'essayer de voir ça plus dans une perspective moyen terme, puis de voir, ben, quand tu es dans cette situation-là, dans tes autres cours, puis à toutes les sessions, ben, qu'est-ce que tu peux faire, puis comment tu peux apprendre à gérer l'anxiété. Donc, le modèle d'exigence et ressources s'applique aussi pour les étudiants dans leur métier d'étudiant. Oui, c'est ça. Puis en disant ça, ben, je pense à ce que vous nous avez dit sur les deux dimensions de la relation pédagogique, la dimension affective puis la dimension de soutien. Puis ce que je viens d'élaborer, ben, c'est un peu vers ça que je vais aller, là, de dire oui, on est en lien avec eux, puis quand ils voient qu'on veut les aider, les accompagner, c'est pas juste une question de donner un privilège, de donner une prolongation, mais c'est d'aider aussi, de donner du soutien pour que l'étudiant puisse développer une autonomie aussi. Puis, parce que c'est pas facile pour eux et elles de vivre cette anxiété-là. Il y en a chez qui c'est très élevé et très paralysant. Puis, comme professeur, si on refuse de reconnaître cette expérience-là, ben on n'arrive pas à les aider et à les accompagner adéquatement. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est important d'être sensible à ça. Donc, c'est pour ça que je trouve important je la trouve très intéressante, votre mise en situation. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation dans ces discussions.